Pas besoin d'être dans un espace particulier ou des montagnes, dans ta forêt, n'importe où pour trouver ton âme. Donc je suis retournée directement après ça. Et la deuxième expérience forte que je voudrais partager, juste pour terminer sur ce slide, qui vient de ces principes yogi de recherche, toujours de s'élever. D'ailleurs, on retrouve le symbole de l'université intégrale. Un petit peu, il manque le carré, il manque la fondation, mais on la vit tous ensemble maintenant. Le triangle vers le haut, cet idéal, quel est-il? Et cette recherche constante d'une plus grande indépendance, d'une plus grande réalisation intégrale de son microcosme, qui m'a amené à faire des diètes vraiment longues et intenses. Là, je viens de passer, j'ai terminé fin novembre, 40 jours sans manger, donc juste en ingérant de l'eau et sans prendre de plantes évidemment, pour justement avoir un meilleur point de vue sur ces différentes expériences que j'avais expérimentées avant et pouvoir les partager, les communiquer avec plus de sincérité et de confiance en moi. Donc ce que j'apporte, ce que j'aimerais apporter un petit peu là-dedans, c'est, comme vous l'avez senti sans doute, c'est l'idée des traditions, pas au sens de... Je disais dans ton livre, Michel, dans une interview, une personne qui parlait de la tradition comme la répétition mauvaise de ce qui a été fait la veille, de ce qui a été interprété la veille. Donc pas comme quelque chose de sclérosé qui se dégrade de fil en aiguille, mais plutôt comme justement les pierres du petit pousset, pour revenir à cette image-là, qui nous montre un endroit vers lequel on doit aller, par lequel on est passé, à ce primate, à ce singe dont on parle, soit peut-être à revenir à l'infini. Donc voilà, après, quel choix on fait, quelle hypothèse on fait. Et l'autre chose aussi sur laquelle je voudrais terminer, c'est le serpent, là, quand on parlait des spirales, des lignes, des droites, des cercles. Ça, c'est un symbole avec lequel je travaille depuis 2-3 mois, qui est venu à moi avec beaucoup de force. Le serpent, donc dans le yoga et à la fois chez les indigènes, il est présent comme la force de vie. Il s'élève de la terre vers le ciel. Et j'ai découvert un mythe indigène. Enfin, en fait, il y en a plusieurs où on le représente. Il y a même plusieurs traditions ésotériques, alchimiques et dans d'autres contrées du monde également, qui le représentent en se mordant la queue. Donc il revient à ses origines. Donc nous, dans notre évolution, à quelles origines on va revenir? Peut-être le premier dénominateur commun et duquel on vient là pour faire un pont et sans se projeter tout de suite dans l'infini et faire un trop grand saut, ça serait peut-être la Terre. Hein. On vient tous de la Terre en tant que singe, développés de manière darwinique ou juste avec nos pieds dans la Terre, on sent qu'on est debout à la verticale de la Terre, mais peut-être qu'on a quelque chose à voir avec cette histoire planétaire et que nos actions devraient être dirigées vers là et qu'on devrait enseigner peut-être ça à nos enfants aussi, et s'enseigner ça entre nous. Donc, finalité de ce petit PowerPoint, c'est de dire que je recherche des clients pour le corporate yoga, le yoga en entreprise. Bon, là, je viens d'ouvrir le site, vous pouvez voir une vidéo en ligne pour vous montrer comment on a essayé d'adapter un petit peu cette tradition en même temps en gardant son essence. Et puis, j'organise des voyages plutôt que des voyages, des rencontres interculturelles en terre brésilienne, en terre indigène, où on essaye de faire naître plus de constructivisme par rapport à ces reflets qu'on se renvoie les uns les autres en communiquant ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai l'impression que tout de même, il y a une telle densité dans tout ce qui est présenté qu'au bout d'une heure, là, ça s'appelle bien aussi de faire faire revenir nos amis chanteurs sur scène. Il y a encore un corps. Et faire un petit break. Est-ce qu'il y a des questions? On a vu le neuromanagement, maintenant le yogi management. Voilà, merci. Alors, tout ça n'est qu'un teasing, parce qu'à chaque fois on ouvre des fenêtres et on voit bien qu'on pourrait approfondir, notamment dans l'approche intégrale. Il y a toute une nouvelle dimension qui est le regard, le nouveau regard qu'apporte l'approche intégrale sur les peuples premiers et sur les cultures premières. La société moderne avait complètement rejeté ces cultures en les considérant sans aucune valeur, comme des arriérés extrêmement primitifs. Et il y avait quelques anthropologues, quand on voulait bien leur donner des crédits, qui allaient étudier ces peuples, et ça n'intéressait guère
L'approche intégrale, parce qu'elle est une réflexion sur toute l'évolution humaine, s'est beaucoup intéressée au peuple premier et ont brusquement accepté, notamment alors évidemment les premiers anthropologues, des gens comme Lévi-Strauss, de rentrer dans ces cultures et d'arrêter de les juger de l'extérieur, mais de commencer à vivre de l'intérieur. Alors évidemment, un livre qui a fait le tour de la planète, le magnifique livre de Carlos Castaneda, où Carlos Castaneda raconte, d'ailleurs c'était un des premiers anthropologues à UCLA, à justement prendre des plantes maîtres pour, et tout cet enseignement dans ce livre qui est devenu son doctorat, comment les plantes l'enseignent et comment les Indiens Yaqui utilisent les plantes comme espace d'enseignement. Il a eu un doctorat très discuté à l'UCLA à cause de ça, mais enfin, c'est pour encourager dans ta recherche. Et donc, je crois que ça sera nécessaire de faire une journée, surtout qu'on a plusieurs amis qui travaillent dans ce sens-là. Il y a aussi Éric Julien qui a fait un travail magnifique sur les Indiens Kogi. Notre ami Décousse sur les aborigènes d'Australie. Bon. Donc là, il y a un vrai travail et une vraie réflexion. Et d'ailleurs, je pense qu'on organisera même un voyage. Écoute, si tu peux nous emmener. Et je pense que ça fait partie totalement, d'ailleurs, des petites unités de valeur qu'on va installer, et des crédits, et des diplômes de licence de l'université intégrale. Et évidemment, d'aller en Amazonie. Ceux qui ne feront pas ce voyage n'auront pas leur diplôme. Donc, il y a une question, madame? Je voulais tout simplement donner une toute petite témoignage. Oui. Je participais à un projet de l'UNESCO dans un peuple dit donc au premier, au nord de l'Argentine, une communauté de plus de 1000, parmi les plus de 1000 du monde, ils sont là depuis 500 ans, et ils meurent de faim. L'âge moyen est 25 ans à peu près. Et au-delà de tout ce que vous avez dit, très simple, c'était le partage. Donc je me rappelle, on avait prévenu parce qu'on avait honte d'avoir à manger. Et je me rappelle des situations dans lesquelles, je ne sais pas, un fruit était donné à un enfant, immédiatement cet enfant-là qui mourait de faim. Si c'était banal, à partager un petit morceau pour partager avec chacun de ses amis, de ses collègues. Donc ce que nous, qui à l'époque avions 20 ans, avons appris, là, c'était comment eux, ils étaient en train de nous apprendre une valeur plus profonde et plus changeante du partage. Et donc, au-delà de l'enseignement, il y a aussi d'autres valeurs extrêmement précieuses qu'on peut gagner en allant à ce type de rencontres extraordinaires. Oui, tout un enseignement. Julien, qui est un collègue, oui. disait que quand il est retourné à Sri Lanka, il y a un Indien qui a marché 500 km à peu près pour donner de la partie en neuf. On le remercie. Et pendant qu'il y a la chance aussi d'accompagner Solène dans... Oui, un témoignage, c'est intéressant. Ouais, j'ai eu la chance d'accompagner Solène dans... Dis deux mots sur toi-même. Ouais, dans un des voyages. Et donc, dans ce village perdu au bout du fin fond de nulle part, hein, c'est des heures de route, après c'est des heures de pirogue, enfin, je me demande comment on va arriver vivant. C'est la forêt absolument partout, et il y a ces petits mômes qui sont là, alors il y a partout, il y a des boutons comme ça absolument partout, et on n'entend jamais un enfant pleurer. Donc il y a des nuées d'enfants, il n'y a pas un enfant qui pleure, il n'y a pas un enfant qui se dispute, il n'y a pas de gestes violents, il n'y a pas de tension. J'ai vu un bébé nouveau-né être confié à une petite fille qui devait avoir 18-20 mois parce qu'elle marchait encore de façon un peu branlante. On lui a mis le nouveau-né dans les bras pour qu'elle l'amène au sein de sa mère parce qu'elle passait par là. Et elle a chargé le bébé comme ça, branle-ballon dans tous les sens, qui n'est pas mort, avec aucun stress autour d'elle. Sur le bébé, qu'est-ce qu'il va se faire? Parce que là, je me suis revue dans la maternité où à peine on touche au bébé, le monde va s'écrouler, et les tensions qu'on peut mettre. Donc il y a effectivement énormément de choses à apprendre. Et je crois que ce qui est intéressant dans un lieu pareil, c'est que vous pouvez plus vous accrocher à rien de ce que vous connaissez. Il n'y a rien qui ressemble à votre monde. Vous êtes, voilà. Et donc il y a ce choc-là, et d'un seul coup, ça permet un passage sur une autre façon de regarder le monde,
une autre façon de le comprendre. Effectivement, il y a un certain nombre de plantes qui sont aussi des chemins, et qui restent des chemins comme la psychanalyse peut être un chemin aussi. Pour moi, ce sont des chemins qui nous mènent vers notre être à l'intérieur et la compréhension de cette connexion. Mais aller là-bas, c'est absolument incroyable parce qu'il y a une autre façon de regarder le monde, il y a une autre façon d'apprendre, et qui au-delà des mots, là je ne peux pas en parler, c'est quelque chose qui est effectivement à vivre. Et je pense que c'est un petit peu autour de ça qu'on essaye tous qu'on tourne. Hein. On est en train de chercher cette autre façon d'accéder aux choses, élargir notre spectre et résolument ces hommes et ces femmes qui vivent souvent dans des situations mais si tellement précaires et ont énormément à nous apprendre, et nous aussi. Hein. C'est dans les deux sens, vraiment, on a énormément à leur donner. Chacun apprend, mais vraiment je ne peux que recommander ces rencontres-là, mais moi je suis pour le diplôme. Bon, sans parler évidemment des magnifiques tests. Alors, on a commencé avec Karine, je demande à Karine de faire une bibliographie. Il n'y a pas ce livre dans la bibliographie, vous le trouverez, on a commencé à mettre une bibliographie sur le site internet pour que vous puissiez continuer à vous nourrir, etc. Mais alors dans ce domaine, un des pionniers de ça en Occident et qui a fait un pont avec l'Amérique du Sud, c'est évidemment Antonin Artaud, qui a écrit de magnifiques textes sur ces sujets-là. C'est pas le micro qui doit venir à toi, c'est toi qui dois venir. Et pour rétablir dans l'évolution des consciences que l'on a vu tout à l'heure, c'est le deuxième stade d'évolution de la conscience, magie, chamanisme, le stade violet, c'est le deuxième palier. Alors c'est très important pour nous dans la culture scientifique et technique parce que c'est une double réparation. C'est-à-dire que c'est un stade d'évolution qui est en fusion avec la nature. C'est en fusion avec la nature, en fusion avec les esprits. Alors que nous, on a été éduqués en combat contre la nature. Donc c'est une réparation pour nous qui est extraordinaire, qui nous fait un bien fou. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes responsables de la disparition de ces peuples. C'est-à-dire nous avons un karma terrible en tant que civilisation occidentale, c'est-à-dire nous avons fait disparaître ces peuples, aussi bien à l'étranger que dans nos propres pays. Puisque en Bretagne, en Occitanie, il y avait ces cultures de la nature, ces cultures chamaniques, elles ont été, par l'éducation nationale, par les hussards de la République. Les hussards de la République étaient très agressifs, une violence incroyable. C'était un génocide culturel. Les brûlait, sorcières, tout ça, ça a été extrêmement violent. Donc on a une double réparation. On doit aller vers ces peuples pour les aider. Mais alors, l'aspect auquel je voulais venir, c'est à ce moment-là, il faut quand même lire Camille Hooper. Il faut lire Brève histoire de tout, puisque c'est le seul bouquin qui a été traduit, parce qu'il fait une très bonne critique. Il fait une très bonne critique de ça. Ça ne faut pas rentrer en même temps, comment il appelle ça, comme une illusion. C'est-à-dire voir aussi, rester intégratif, c'est voir aussi tout le bien, les limites et tout ce qu'a apporté aussi la prise de conscience de l'autonomie, de la responsabilité personnelle, de l'efficacité aussi qu'ont amené tous les différents stades ultérieurs. Donc rester intégratif et rester cohérent et avoir une conscience globale de qu'est-ce que c'est que cette culture au milieu de tous les autres paliers d'évolution. Là, on est vraiment intégral et intégratif. C'est-à-dire qu'on a un regard, on reste à une sorte de regard sur les limites et tout ce que la science peut amener en plus de ça. Mais en plus, une chose que on a eu d'ailleurs, entre parenthèses, Antonin Artaud est un très bon exemple de ça. Antonin Artaud est un des premiers occidentaux à avoir accepté et rentré dans ces cultures de l'intérieur, en quelque sorte. Et ça, entre les deux guerres, oui, c'est entre les deux guerres, c'est Antonin Artaud. C'est en 37-38. Il est
il est extraordinaire précurseur de ça. En fait. Mais en même temps, il n'a pas pu faire l'intégration. Ah oui, Quand il est non, revenu, il a pété les plombs. c'est ça que je veux Il a dire. pété les plombs, c'est-à-dire quand il est revenu en France, il n'a pas pu intégrer les deux cultures, il était trop en avance. À son époque, il n'y avait pas encore l'esprit intégratif. Et Ken Wilber souligne ça, et c'est une des grandes choses qui a été expérimentée tout ce siècle dernier, avec des tas de dérapages absolument terribles pour les individus. Enfin, je veux dire, c'est que les codes, là c'est quand on mélange les niveaux, les operating systems, c'est comme quand dans votre ordinateur vous mélangez du PC avec du Mac, ça aboutit à des bouillies infâmes. C'est très important de bien se rendre compte que quand un occidental suit une initiation chamanique, c'est pas du tout la même chose que quand quelqu'un de local suit cette initiation. Et en général, le problème de l'hybridation, parfois ça se passe très très bien, parfois ça se passe très très mal, et le problème à ce moment-là, c'est que disons le chat-ours ou le loup phoque que ça produit, le loup phoque, eh bien, ni le chaman ne sait le récupérer, ni le psychologue en Occident. Et c'est le cas de Antonin Artaud est un très bon exemple de ça, pour le pire et pour le meilleur, parce que du coup, il produit une œuvre extraordinaire et atypique, et puis en même temps, il dérape complètement, et on ne sait plus très bien où il est, et les psychologues en France n'arrivent plus du tout à comprendre ce qui lui arrive, mais en même temps, s'il revient voir un chaman, c'est pas obligatoirement lui qui va pouvoir lui apprendre à redécoder le code qui lui a mis. Donc, dans cette aventure des systèmes de représentation, c'est très important, on est en train de le découvrir, on est en train de vivre un moment extraordinaire. C'est la même époque, il y a eu un autre moment, c'est la découverte de la physique quantique et de l'énergie nucléaire en plein air industriel. Là, on est en train de découvrir, à travers les neurosciences, la manière dont le cerveau fonctionne. On est en train de découvrir à travers les travaux de Dan Beck comment les systèmes de représentation fonctionnent dans les cultures extrêmes. Mais à mesure qu'on explore tout ça, il ne faut pas non plus imaginer que c'est sans risque. Il faut être précautionneux. Voilà. Yves. Donc, je vais parler par rapport justement à ces initiations. C'est que on a au niveau de l'espace du possible, un lieu qui fonctionne, j'en parlerai tout à l'heure, depuis une trentaine d'années, et ce qui est assez amusant, c'est que ça fonctionne avec des gens qui sont là, et comme on arrive à peu près à faire se rencontrer 300 à 600 personnes en même temps, pendant une semaine, ça permet pas mal de choses. Et ça fonctionne justement non sur l'idée qu'on donnerait une intégration a priori, mais que c'est à chacun de faire son intégration. Et alors, justement, enfin, on voit Artaud, le rapport à Artaud, moi je suis sûr que si Artaud revenait aujourd'hui, on le foutrait peut-être encore plus dans les neuroleptiques. C'est-à-dire que la grande chance d'Artaud, c'est qu'il n'y avait pas de neuroleptique à l'époque où il était. Donc il a pu exister. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on prenne conscience qu'on est dans une société hyper normée aujourd'hui. Camisole de force, mais l'électrochoc, bien pire que les neuroleptiques. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Attends. Il a vraiment souffert. Martyr dans les hôpitaux psychiatriques. Le neuroleptique, c'est une camisole chimique. C'est un peu mieux que quand on reçoit des électrochocs. Bon, est-ce qu'on pourrait ne pas être simplement dans le ping-pong? Moi, je ne vais pas être en tout cas dans le ping-pong. Attention, reptilien qui surgit de manière fort étendue entre deux psychologues qui travaillent sur le dépassement de reptilien. On s'écoute. Voilà, en tout cas, j'aimerais pouvoir terminer mon propos. Oui, il y a plus. Pour moi, c'est la notion de réalité trajective. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu jusqu'ici, et surtout avec le dernier exposé, puisque c'est par rapport à ça, c'est quelqu'un qui témoigne d'un passage justement entre une école de commerce, entre des endroits. Et peut-être que l'erreur d'une idée intégrative a priori
C'est comme si on pouvait intégrer les choses. Moi, je ne crois pas qu'on puisse intégrer tel que, pour l'instant, et que ce ne soit pas forcément souhaitable. Tel que, par contre, d'arriver à les rendre cohérents dans sa vie, et justement, alors là, je peux en témoigner, le nombre de gens qui sont passés par l'ayahuasca et revenus en France, qui ont déconnecté largement, donc justement, ça veut dire, par contre, ceux, enfin, pour moi, qui ont réussi, je ne dirais pas leur synthèse, mais en tout cas de revenir, et puis c'est qu'ils avaient un environnement positif autour d'eux, un mari qui est là, qui s'est occupé des enfants, une femme, etc. Et je trouve que enfin, c'est ça que je voudrais développer dans cette socialisation qui peut être la nôtre, c'est comment on accepte, et on peut d'autant plus faire des expérimentations larges, ouvertes, etc., que le milieu va supporter et va soutenir et laisser faire la différence. Mais, il y a quand même un énorme mais, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout prêt à entendre la différence de l'autre, du conjoint, qui reviendrait un peu. Et justement, enfin, on pourrait parler de la place de la folie. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas la folie de l'autre. Et moi, on pourra en reparler, mais je pense qu'on vit dans une société extraordinairement normative, parce que chaque individu est renvoyé à lui-même, doit avoir sa verticalité, et ne peut pas justement expérimenter. Donc quel est ce droit à expérimenter autre chose et à s'accompagner là-dedans dans des trajets qui peuvent être différenciés, etc. J'en parlerai peut-être tout à l'heure au niveau de l'espace. Merci beaucoup Yves va se présenter après, mais il a fait une expérience de 30 ans en France avec l'Espace du Possible, qui est vraiment un des grands endroits en France, un des rares endroits où depuis 30 ans il y a un vrai travail, où on retrouve beaucoup des éléments pédagogiques de l'approche intégrale, sinon tout, centré sur la personne, globale, etc. C'est vraiment un lieu tout à fait particulier. Et tu vas intervenir début juillet. Voilà, alors on va continuer, ça c'est l'occasion de le dire, et je vous donne la parole immédiatement. C'est qu'avec Yves, on a organisé début juillet une semaine d'université intégrale, une université d'été du coup, à l'espace du possible. Merci beaucoup Yves de nous avoir donné cette chance, et cela en lien avec une autre semaine, la semaine management humaniste que organise Sophie Lallemand depuis déjà l'année dernière, et vous avez un certain nombre d'entre vous être déjà sur le blog sur Facebook de management humaniste. Alors les deux, ça encadre l'été. Nous, la semaine intégrale, c'est quand ça doit être la deuxième semaine de juillet. C'est la deuxième semaine de juillet, et le management humaniste, c'est l'avant-dernière semaine d'août. C'est l'avant-dernière semaine d'août. Enfin, c'est la dernière semaine d'août, en fait. C'est la dernière semaine. 22-29. Voilà. Très bien. Alors, monsieur, une question, mais après on va faire une petite pause et on reprendra la deuxième partie de la table ronde. Heureusement, on avait un peu de marge, parce que vous voyez qu'on est un peu décalé, et on aura le droit à une chanson. Monsieur, peut-être dites 2 mots sur vous-même. Oui, en fait, c'est pas une question, c'est pour exprimer une émotion par rapport à ta présentation. J'ai vécu quelque chose de très fort vers l'âge de 4-5 ans sur le plan émotif, quelque chose où j'avais l'impression d'avoir une précocité, une analyse sur la vie, et je pensais que ça venait du climat familial qui était un peu difficile. Mais c'était comme une quête de sens que j'ai eue très tôt. Et ensuite, ça m'a duré très très longtemps, jusqu'à environ 20-25 ans. Et puis alors, je me suis un peu investi syndicalement, politiquement, pour rechercher des choses que je ne comprenais pas dans la vie, pour rechercher un sens dans la vie. Et ça a été une découverte il y a quelques années
dans mon cheminement spirituel, lorsque j'étais déçu un peu des organismes politiques, des syndicaux, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses un peu obsolètes, qui auraient besoin d'être renouvelées, c'est peut-être pas assez intégral justement. Et donc dans mon cheminement spirituel, ça a été pour moi aussi découvrir des vérités sur moi-même à travers des lectures, dans les associations, avec les gens que j'ai rencontrés. Et puis bon, là, en voyant un peu la présentation de l'université intégrale, je me suis dit que là, il y avait quelque chose qui m'interpellait. C'était d'essayer, avec la mouvance des créatifs culturels, de trouver une nouvelle forme de pensée, c'est-à-dire une pensée nouvelle, mais carrément repenser la pensée, aller encore plus loin que ça. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de choses nouvelles et qui se développent à toute vitesse, avec les autoroutes de l'information, la révolution informationnelle, il y a tellement de choses qui vont vite. En même temps, il arrive des catastrophes sociales avec la crise économique. Je pense que maintenant, dans les années qui viennent, avec un travail collectif, avec un travail de pensée intégrale, avec la mouvance des créatifs culturels, avec un travail sur la pensée, il va se construire des nouvelles idéologies et une nouvelle façon de repenser la politique, de repenser la façon de vivre et comment on vit entre nous. Et moi, ce que j'aime beaucoup, qu'on a parlé un peu ce matin aussi, et même en début d'après-midi, c'est qu'il faut qu'on développe la culture de l'altérité, et de l'amour. Bien. Bien. Merci pour cette synthèse. Merci pour cette synthèse. Je vais faire une petite synthèse de l'ensemble.